énergie nucléaire et bombe nucléaire. Bonjour, donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la bombe nucléaire. On va voir d'où vient l'énergie. On va voir c'est quoi les grands principes là, pour fabriquer une bombe. Mais par contre, faites-vous pas d'illusions, vous ne serez pas plus capable de faire une bombe à la fin de la vidéo. Donc tout d'abord, l'énergie de masse, c'est de l'énergie que, qu'un corps possède en fonction de sa masse. Hein, c'est le fameux E égale mc2 d'Einstein. Et on le voit ça quand on regarde la masse par nucléon. Donc quand j'ai différents atomes, si j'avance comme ça en fonction de la masse atomique, on voit que la masse par nucléon, si je divise la masse de l'atome par son nombre de nucléons, on voit que la masse, elle varie. Elle atteint un minimum autour du fer, puis ça se met à réaugmenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 plus 1 est différent de 2. Donc, je pourrais prendre un atome qui est, supposons, composé d'un certain nombre de protons, un certain nombre de neutrons. J'additionne les masses individuelles des neutrons et des protons. Mais si je les mets ensemble, le résultat va être plus petit que la somme des neutrons et des protons mis ensemble. Pris individuellement, mais additionnés ensemble. Donc ça, c'est assez étrange. Okay? Puis le minimum, comme j'ai dit, il se produit autour du fer, donc 56 environ grammes par mol. Donc si je veux faire une bombe nucléaire, je vais exploiter cette propriété-là, et il y a deux possibilités. La première, c'est qu'on combine des petits noyaux. Hein? Donc si je combine des petits noyaux, j'en fais quelque chose de plus gros, vous voyez que la masse par nucléon va diminuer. Donc, j'aurai un surplus d'énergie. Hein, donc, la masse va être transformée en énergie. Ou, ça, on appelle ça de la fusion nucléaire. Et l'inverse, en fait, je peux partir d'un gros atome, le briser en deux, briser le noyau. Et ça, je vais appeler ça de la fission nucléaire. À ce moment-là, le résultat va me donner des choses dont la somme va être plus petite que la masse initiale. Donc, là aussi, j'aurai de l'énergie qui va être dégagée. Donc, on va commencer par regarder la fusion nucléaire. Donc, j'ai ma courbe ici. Je m'intéresse aux gros atomes. Comme j'ai dit, la masse de l'atome original va être plus petite, est plus grande que la somme des morceaux. Hein. Une fois que je l'aurai brisé, les morceaux vont donner des masses par nucléon plus petites. Donc, au total, la masse, ça va être plus petite. Donc, j'aurai cette énergie-là qui va être dégagée. Okay? Et cette énergie-là, elle va être convertie soit en énergie cinétique, bon, éventuellement, ça va être thermique, là, ça va donner lieu à de la chaleur, ou en énergie lumineuse, ça va être surtout de l'énergie cinétique et thermique. Là. Donc, dans le cas de l'uranium-235, c'est un des principaux isotopes qu'on utilise pour faire des bombes atomiques. On a besoin d'un neutron lent pour venir briser notre noyau. Okay? Et il est fissuré en deux ou plusieurs petites parties, en plus de libérer d'autres neutrons. Donc, un exemple, et c'est pas le seul, il y a plein d'autres réactions possibles, le noyau pourrait être fissuré en krypton plus en baryon en libérant 3 neutrons. Donc là, vous remarquez ça ici, vous remarquerez que le nombre de nucléons a été conservé. Hein? Si je fais 235, c'est égal à 90 plus 92 plus 3. Donc, mon nombre de nucléons est conservé. Le nombre de protons également conservé. Donc, j'ai 92, c'est bien égal à 36 plus 56, ça marche. Donc, le nombre de protons est conservé. Par contre, si je regarde la masse, j'ai ici 235 grammes par mol. Et pour les autres, là, 91,9, 139,9 et puis 3 grammes par mol pour mes neutrons. Si j'additionne les trois produits, j'arrive à une masse de 234,862526 grammes par mol, qui est plus petit que la masse initiale de l'uranium. Donc, j'ai un différentiel de masse. Bon, c'est moins qu'un gramme par mol, vous allez me dire, mais c'est quand même significatif, parce que si je multiplie ça par la vitesse de la lumière au carré, donc en fait je le mets en kilogrammes en premier, puis je multiplie par la vitesse de la lumière au carré, c'est gros la vitesse de la lumière au carré. Hein? Donc MC2, ça me fait 16,3 terajoules par mol, des terajoules par mol, donc un téra 10 à la 12,
ben, j'en ai 16 TJ. Donc, c'est énorme. Okay? Si j'arrivais vraiment à briser tous les noyaux d'uranium, je ne serais jamais capable, là, mais si j'étais capable, ça libérait cette quantité phénoménale d'énergie. C'est important de noter que la réaction ici, comme d'autres réactions, vont libérer souvent des neutrons supplémentaires qui vont pouvoir permettre une réaction en chaîne. Donc, on peut regarder qu'est-ce que c'est la réaction en chaîne, parce que ça va permettre que ça donne une bombe. Okay? Parce que si j'ai juste un atome, il en démarre, ça ne fera pas beaucoup d'énergie. Là. Mais je pars avec un neutron, j'ai une collision, ça devient 3 neutrons. Dans le cas, ce ne sera pas toujours 3 neutrons, mais ça pourrait être 3 neutrons. Et la fois d'après, ben, chaque neutron va pouvoir frapper d'autres atomes qui vont libérer 3 autres neutrons, etc., etc. Donc, j'ai vraiment une réaction en chaîne. Parce qu'à une étape, j'ai 1, après ça c'est 3, après ça c'est 9. Ben, c'est 3 exposants 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, et jusqu'à ce que les chiffres soient grands. Et puis, une exponentielle, ça monte vite. Donc, j'ai vraiment une réaction qui s'emballe, et c'est pour ça que c'est vraiment une explosion. OK? Et ça, même si j'ai 2 au lieu de 3, là, ça va être une explosion quand même. Donc, vous voyez ici, bon, là, j'ai mis l'image de la première explosion nucléaire qui s'est produite dans le désert. Les États-Unis avaient fait un test, ce qu'ils appellent le Trinity Test. C'est la première explosion nucléaire. Ça m'amène à vous parler de la masse critique. Parce que l'uranium-235, finalement, il n'y en a pas tant que ça dans la nature. Hein. Si je prends de l'uranium, il y a 3 isotopes. En fait, il y a plusieurs isotopes, mais il y en a 3 qui sont un petit peu plus fréquents. Puis encore là, il y en a un qui domine, c'est l'uranium-238. Donc, c'est 99,274%. C'est énorme. C'est presque juste de ça qu'il y a. Pourtant, celui que j'ai besoin, c'est l'uranium-235. Bon, ça veut dire quoi? Puis il y a d'autres, il y a le 234, il n'y en a presque pas, puis il y a des traces des autres. Ce qui arrive, c'est que si je prends mon uranium, j'ai pas beaucoup. Fait que la probabilité que mon fameux neutron qui est parti frappe un autre noyau d'uranium est quand même petite, hein, parce que ce que j'ai de plus, c'est des noyaux d'uranium-238. Donc, pour que je sois capable de m'assurer que je puisse frapper un autre noyau d'uranium-235, ça va m'en prendre beaucoup. Là. Donc, j'ai besoin d'atteindre une masse critique. Je peux jouer sur cette masse critique en m'arrangeant pour avoir une substance qui est plus pure. Donc, la première, en fait, c'est pas si simple. Hein, c'est pour ça que c'est pas tous les pays qui ont des bombes nucléaires, c'est parce que c'est pas facile de se procurer de l'uranium-235. D'abord, il faut comprendre que l'uranium en tant que tel, hein, l'uranium est ici, là. Ça fait partie des actinides. Donc, ces éléments-là, c'est des éléments qui viennent souvent ensemble dans la nature. Pourquoi? Parce que la chimie est principalement contrôlée par des électrons F, qu'on dit, c'est des couches internes à l'atome. Ce n'est pas les couches à la périphérie. Mais ça fait que ces atomes-là peuvent avoir différentes valences et les propriétés chimiques vont se ressembler. Donc, ils vont être beaucoup ensemble. Et les séparer, c'est pas si simple. Okay? Déjà là, il y a une petite complication, mais bon, ça se fait, c'est possible. Ensuite, il va falloir séparer les différents isotopes. C'est ce qu'on va appeler enrichir l'uranium. Donc, pour enrichir l'uranium, c'est pas simple, parce que là, c'est plus une question de chimie, là, c'est une question de physique. Mais il faut, en fait, regarder, la seule affaire qui différencie, c'est les masses. Mais 235 puis 238, ça se ressemble. Donc, les masses relatives sont pas tellement différentes. Donc, il faudra utiliser des méthodes de diffusion par rapport, par exemple, des colonnes où on fait évaporer de l'uranium, en sachant que ce qui va diffuser le plus vite, c'est ce qui est le plus léger. Donc, le 235 va, par exemple, s'élever avant le 238. Bon, des choses comme ça. Mais c'est pas simple. Hein? C'est vraiment pas simple. C'est une étape compliquée. Mais une fois que c'est fait, on a, à ce moment-là, on peut obtenir des masses critiques beaucoup plus petites. Donc, on a besoin de moins grande quantité de matériaux pour en avoir assez pour qu'ils puissent avoir une réaction qui s'emballe. Mais une fois que ça c'est fait, c'est pas simple, parce qu'on peut pas juste dire ah, « Ok, j'ai la masse critique, je mets ça ensemble. » Là, ça pourrait exploser tout seul, puis on veut pas ça. On veut pas que ça explose juste pendant qu'on entrepose la bombe. Donc, typiquement,
nos morceaux d'uranium, ils vont être séparés. Ils vont être séparés pour que, pour pas justement que la bombe explose avant que je veuille que ça explose. Et puis l'idée, c'est que je vais avoir une bombe lorsque je serai capable de les rapprocher ensemble. Hein? Donc mon idée, c'est de les mettre ensemble. Et là, j'ai une masse critique, j'ai une masse plus grande que la masse critique, puis ça peut je peux avoir une réaction en chaîne. Le problème, c'est que quand j'essaie de les rapprocher, du moment que j'essaie de les rapprocher, il va y avoir déjà des réactions, ça va commencer à chauffer, et quand ça chauffe, ça se dilate, donc ça a tendance à faire le contraire de ce que je veux. Hein? Donc au lieu de se rapprocher, ça a tendance à s'éloigner. Donc l'idée, comment c'est fait en pratique, c'est qu'on va aller mettre, donc là il y a comme des espèces de petits murs quelconques, on va essayer de mettre des explosifs autour. Donc on a une bombe ici, un contenant dans lequel on a mis nos morceaux d'uranium. On a mis des explosifs autour et au moment voulu, on s'arrange pour faire tout sauter ça en même temps. Et quand ça va sauter en même temps, ça va forcer les morceaux à se rapprocher très, très, très rapidement. C'est ce qu'on appelle une implosion. Donc souvent, on va parler d'une bombe à implosion. Ben c'est ce que ça veut dire. On a rapproché ces morceaux-là très, très rapidement. Donc ça me prend une explosion pour pouvoir après avoir ma réaction nucléaire, donc mon explosion nucléaire. Donc j'ai une première explosion, puis mon explosion nucléaire. Mais tout ça se fait très, très, très rapidement. C'est un claquement de doigts. Donc ça, c'était la fission nucléaire. Maintenant, si je regarde la fusion nucléaire, là, je m'intéresse aux plus petits atomes. Et là, il y en a un paquet de possibilités. L'idée, c'est de combiner des petits atomes pour donner des atomes plus grands, dont la masse par nucléon est plus petite. Donc, j'aurai un différentiel de masse. Donc, une des réactions, en fait, supposément celle qui marche le mieux, je n'ai pas dit celle qui dégage le plus d'énergie, mais celle qui marche le mieux parce qu'elle libère un neutron de forte énergie, c'est celle-là. Donc, j'ai du deutérium, qui est rien de moins qu'un hydrogène avec de masse 2, donc avec un proton, un neutron, et du tritium, qui est encore une fois de l'hydrogène, mais de masse 3, donc un proton, deux neutrons. S'ils fusionnent ensemble, ça va donner de l'hélium 4 en libérant un neutron. Donc là, je peux faire l'exercice, encore une fois, des masses, et je fais le calcul. Les masses avant, 5,03, les masses après, 5,01. Il y a un différentiel. Ce différentiel-là, il est plus petit que ce que j'avais. Il est plus petit, mais ça me donne encore une énergie phénoménale. Là. Je parle de 1,8 TJ. C'est encore phénoménal par mol. L'avantage de ma réaction ici de fusion, c'est que, d'abord, j'ai plusieurs processus. Donc, j'ai pas juste ça. Là. Ça, c'est une chose, mais je pourrais partir d'abord d'hydrogènes qui se mettent ensemble pour former ça. Puis, donc, j'ai plusieurs réactions qui vont se passer en même temps. Et en plus, comme c'est des petits atomes, ça prend beaucoup moins de place. Donc, si j'ai un petit volume, j'ai déjà mes moles. Donc, je peux en mettre plus, compacter plus. Donc, au bout de la ligne, et ça fait que les atomes sont plus rapprochés, donc les réactions sont plus efficaces. Donc, au bout de la ligne, dans la réalité, l'énergie efficace elle va être beaucoup plus grande que pour ma fission nucléaire, même si, là, ici, mon calcul semble montrer que c'est plus petit. Un problème, c'est que pour fusionner ces atomes-là, ça prend une énergie d'activation qui est énorme. Et ça, pour l'avoir, ça me prend une fusion nucléaire. Donc, ça me prend une bombe nucléaire pour avoir l'énergie suffisante pour faire la fusion nucléaire. Donc, quand j'ai une bombe nucléaire, donc thermonucléaire, la bombe H, j'ai d'abord une bombe nucléaire qui explose pour pouvoir démarrer sa deuxième explosion. Donc, c'est vraiment terrifiant là, comme processus. Mais ces choses-là peuvent être utilisées à des fins plus pacifiques, par exemple dans une centrale nucléaire. Donc, vous avez, par exemple, si je dis que là, je vois de dessus, par exemple, on va dire que ça, c'est des barres. Le noir, ce serait des barres d'uranium. Et puis, le en bleu, ce serait des barres de plomb. L'idée, c'est que le plomb va venir, ou d'autres choses, là, je ne sais pas exactement ce qu'ils mettent, ces barres-là vont venir absorber des neutrons. Donc, l'idée, c'est d'avoir
que quand je le mets dans une certaine configuration, je ne veux pas qu'il y ait de réaction en chaîne, sinon j'ai un problème, ça explose. Ça ne me tente pas que ça explose. Je m'arrange pour qu'il y ait des neutrons, tac, 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 qui se promènent. Des fois, ils sont absorbés, des fois, ils frappent un autre barre d'uranium, donc un autre atome. Et l'idée, c'est de contrôler cette réaction-là. Donc, je vais venir enlever certaines des barres, et puis jusqu'à temps que je puisse avoir une réaction en chaîne. Okay? Et si cette réaction en chaîne-là, elle devient trop rapide, ben là, je vais remettre des barres de plomb. Si la réaction n'a pas assez vite, ben je vais en enlever. Donc, c'est en jouant avec ces barres-là, en les mettant, les ôtant, les déplaçant, qu'on peut venir contrôler une réaction en chaîne. Et l'idée, c'est que ça va chauffer. Hein? Même si je n'ai pas une explosion, ça va chauffer beaucoup. Et cette chaleur-là va me permettre d'évaporer de l'eau et la vapeur d'eau va actionner les turbines de la même façon que ça actionne les turbines dans une centrale thermique, sauf que là, c'est de l'énergie nucléaire plutôt que de la combustion qui a permis d'arriver à ça. Donc, en résumé, contrairement aux réactions chimiques et aux réactions physiques simples, la masse, ce n'est pas une quantité qui est conservée. Hein? De façon générale, ce n'est pas une quantité qui est conservée, et notamment dans les réactions nucléaires. La perte de masse, elle va être associée à un dégagement d'énergie thermique ou lumineuse. Et là, il y a deux processus. Il y a la fission nucléaire, où le noyau se brise en morceaux plus petits, et il y a la fusion nucléaire, où c'est le contraire, des noyaux vont se combiner pour faire quelque chose de plus gros. S'il vous plaît, ne tentez pas de faire une bombe nucléaire à la maison, de toute façon, vous ne serez pas capable, c'est trop compliqué sur le plan technique. Et finalement, une réaction en chaîne contrôlée peut servir à produire de l'électricité dans des centrales nucléaires.